5 ans après Spider-Man 3, au lieu de faire un 4e film, on a le droit à un nouveau Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, cette vidéo n'est pas faite pour vous. J'ai fait sur la chaîne les critiques de la trilogie de Sam Raimi et aujourd'hui on va commencer la duologie Amazing. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application de VPN, donc qui fait croire à un site internet ou une autre application que vous l'utilisez depuis un autre pays. C'est une application qui est utilisée aujourd'hui par 38 millions de personnes et a reçu 5 sur 5 sur Trustpilot. Les VPN, pour nous qui aimons le cinéma et les séries, c'est très intéressant de l'utiliser pour la simple et bonne raison qu'en France, on a la fameuse chronologie des médias. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir tous les contenus en streaming après la sortie cinéma comme aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faut attendre 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Avec un VPN, vous avez accès à la bibliothèque Netflix, Disney+, américaine, donc avec tous les nouveaux films qui sont déjà sortis là-bas. Ce qui permet de débloquer 35 services de streaming à leur potentiel maximum, voilà, comme aux États-Unis, Netflix, Prime, Disney+, Hulu et plein d'autres. Et ça marche dans les deux sens. Des fois, vous êtes à l'étranger et vous devez avoir accès à un contenu qui est uniquement disponible en France à cause des droits de diffusion et vous ne pouvez pas. Vous vous mettez en France depuis l'étranger grâce au VPN et vous avez accès à tout le contenu que vous voulez. En plus de ça, en termes de sécurité, c'est vraiment génial car quand vous êtes dans le bus, par exemple, la Wi-Fi du bus, la Wi-Fi du restaurant, de la bibliothèque, de l'aéroport, peu importe où vous êtes, c'est bien plus sûr d'utiliser un VPN pour votre sécurité et pour vos données. CyberGhost VPN est disponible sur tous vos appareils préférés, aucun problème pour ça. Et en plus de ça, l'application est super simple d'utilisation, tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème. En plus de ça, vous pouvez utiliser votre compte sur 7 appareils différents et donc le partager avec votre famille et vos amis. Et évidemment, CyberGhost VPN est conseillé par beaucoup de sites super connus comme Clubic ou FR Android. Le site et l'application sont disponibles dans le commentaire épinglé et dans la description évidemment, et vous êtes remboursé sous 45 jours si vous n'êtes pas satisfait et vous avez une assistance technique 24/7 en français. Vous avez grâce au lien le droit à 85% de réduction et à 4 mois gratuits. Maintenant, pour parler d'un film que vous m'avez beaucoup demandé, déjà c'est complètement différent dans le sens où même le générique il ressemble un peu à celui de l'ancienne trilogie, mais il est moins fort, moins intense et moins long, mais tu vois qu'il y a des similitudes, même dans la musique, dans le design, ils ont tenté un truc mais c'est beaucoup plus bref. Et c'est un peu ce qui va sortir durant ce film, c'est que j'ai l'impression que Mark Webb, donc le réalisateur du film, c'est toujours marrant qu'un mec qui fasse un film Spider-Man s'appelle Mark Webb, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas eu exactement ce qu'il souhaitait en termes de créativité, car ce film ressemble quand même beaucoup au film de Sam Raimi. On va parler au fur et à mesure, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup, que ce soit la musique, des idées de scénario, des idées visuelles. Tu vois qu'il y a une vraie volonté de ressembler quand même au Sam Raimi pour justement peut-être attirer plus de monde. Mais c'est un film un peu spécial et un peu différent car il est sorti après, on va dire, l'époque sombre d'Hollywood, l'époque sombre et réaliste qui a été un peu amenée par Casino Royale et The Dark Knight. Et c'est intéressant car ce film-là essaie d'être un peu le Dark Knight des films de super-héros Spider-Man. Là où les films d'avant étaient kitsch, étaient drôles, voilà, celui-ci, il n'y a pas beaucoup d'humour. Celui-ci est filmé de manière très sombre, il y a beaucoup de passages de nuit, il y a très peu de lumière tout simplement, ou alors c'est juste éclairé de jour de manière assez banale. On est dans un monde où, au fait, il faut être réaliste. Alors que c'est quand même l'histoire d'un mec qui a des pouvoirs d'araignée qui affronte un lézard géant. Mais ils sont vraiment allés à fond sur le réalisme et c'est vrai que je trouve que ça passe pas très bien. Cette fois-ci, on veut rendre l'histoire beaucoup plus familiale. L'une des choses qui fait le plus avancer le scénario dans le film, c'est le père de Peter Parker qui a beaucoup de secrets, qui est parti, qui est mort visiblement. C'est tout le but de l'intrigue. Peter Parker recherche les secrets de son père. C'est pour ça qu'il va devenir plus ou moins copain avec Dr. Connors. Cette fois-ci, Peter Parker, ça reste un peu un loser, mais un loser un peu stylé. Un peu, voilà, début années 2010. Le moment où les geeks commençaient à devenir populaires. Vous savez, avec son appareil photo, son skateboard, il essaie de défendre les gens qui se font harceler et il se fait lui-même harceler par la suite. C'est un loser au grand cœur et c'est un peu l'histoire de ce Amazing Spider-Man. C'est que c'est un mec qui est un peu gênant socialement, mais qui va devenir Spider-Man et ça va lui donner beaucoup de confiance en lui. Et il faut parler de ce nouveau Spider-Man. Moi, vous savez très bien que Tobey Maguire, j'ai rien contre lui, dans le sens où je trouve qu'il a fait un travail correct, mais en tant qu'acteur, c'était pas ça du tout. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses critiques qu'on peut faire à la trilogie de Sam Raimi, c'est que Tobey Maguire n'est pas très bon. Il a pas trop de personnalité, et ce qui est bien dans le personnage de Spider-Man dans la saga de Tobey Maguire est le fait qu'il
qu'il est bien écrit ce personnage. On s'identifie beaucoup à lui, on l'adore. Et là, c'est vrai qu'on a un Spider-Man qui est déjà beaucoup mieux joué. Je trouve qu'Andrew Garfield est vraiment peut-être l'un des meilleurs acteurs pour jouer Spider-Man. Il a ce charisme un peu mystérieux qui marche bien dans l'œuvre. Il se donne toujours à fond, il a des scènes où il doit montrer de l'émotion, contrairement encore une fois à Tobey Maguire qui était pas très émouvant malheureusement. On est clairement sur un film où les acteurs sont tous meilleurs. Il y a une vraie volonté de bien jouer, d'être réaliste et ça se ressent dans toutes les scènes de Peter Parker. Mais ce personnage, il est ingénieux pour le coup. Voilà, il est vraiment brillant, c'est un génie de la science, il crée ses propres toiles, vraiment, c'est quelqu'un de hyper intelligent. Il est intelligent, il bosse dur, il est motivé, c'est quelqu'un auquel on peut se reconnaître assez facilement aussi. Là où l'autre avait vraiment tous les problèmes de la Terre, il avait pas de chance, il était pauvre, mais il avait un bon cœur. Celui-ci, il a un bon cœur aussi, mais c'est pas le but de l'histoire au final. C'est pas parce qu'il a un bon cœur qu'il fait ça. Rappelez-vous que dans ce film, pourquoi est-ce qu'il devient Spider-Man? C'est pour se venger de la mort de l'oncle Ben. Là, la motivation n'est pas du tout la compassion pour le coup. Et même la fin, quand il affronte le lézard, oui, il veut empêcher que tout le monde devienne un lézard géant. C'est un plan bizarre, mais soit. Mais c'est avant tout pour empêcher Dr. Connors, car c'est lui qui a tous les secrets sur la vie de son père. Donc il y a vraiment une histoire plus personnelle. C'est pour ça que les thématiques des précédents films étaient vraiment universelles. C'est que tout le monde veut faire du bien au final. Si on avait les moyens d'être Spider-Man, je pense qu'on essaierait, en tout cas tous, de faire du bien. Et là, c'est vrai que lui, il essaie pas forcément de faire du bien, mais il pense d'abord à lui. C'est pas des traits de personnage très positifs, et c'est pour ça qu'il évolue. C'est qu'en fait, il se rend compte que la vengeance, c'est pas exactement la chose la plus importante, ou du moins ce qu'il fait là n'est pas la meilleure des idées. C'est pour ça qu'il y a tout ce débat à table avec le commissaire de New York, justement, où ils ont un débat par rapport à ça, et il se remet aussi un peu en question. Et il fait tout un peu, on va dire, pas de manière égoïste, parce que ça a forcément un impact positif sur les citoyens de New York, mais la motivation principale de devenir Spider-Man est la vengeance. Et un peu comme les films d'avant, évidemment, mais il y a un vrai switch dans les précédents films où le but c'est de la compassion. Là, pour le coup, il n'y a pas ce switch volontaire. Là, c'est plutôt personnel. Et je dis pas que c'est mal ou bien, je dis que c'est juste que c'est intéressant et c'est un peu différent. Après, c'est vrai que j'ai quelques problèmes. La manière dont il devient Spider-Man est vraiment banale et ils auraient dû un peu plus rendre ça cinématographique. Tu penses que ça va être une scène un peu horrifique où il y a toutes ces araignées qui tombent sur lui et tout, mais en fait, pas du tout. Ça passe en 2 secondes et c'est un peu dommage. Ça fait un peu redite et c'est pas la manière la plus intéressante de se faire mordre. Surtout que juste avant, il rentre en contact avec quelqu'un qui fait tomber un document qui a exactement le même logo que le document de son père. Et en plus de ça, juste avant, il vole un badge d'un étudiant random qui était là en train de faire son stage, qui se fait virer par la suite, mais encore une fois de manière très facile. Dans le précédent Spider-Man, et je suis désolé, je compare beaucoup car il faisait des choses bien meilleures que ce film, la manière dont Peter Parker devient Spider-Man, c'est une araignée qui lui tombe dessus pendant qu'il prend des photos. C'est plus que banal. Là, c'est pas banal, il y a tout un processus où il prend la carte d'un étudiant sans qu'on lui demande sa carte d'identité à lui. Ensuite, il rentre en contact avec quelqu'un qui a le bon document, et ensuite il arrive dans une salle où il y a plein d'araignées, et là il y a plein d'araignées qui lui tombent dessus, dont une qui reste sur lui pendant un moment et qui le mord. Il y a beaucoup de facilité scénaristique dans cette œuvre et c'est un peu dommage. Par contre, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps au lycée. Voilà, il retourne au lycée avec ses pouvoirs et il en abuse. Il en abuse et même il s'amuse beaucoup avec, et ça c'est très intéressant à voir, je trouve, pour ce personnage. On a une scène où vraiment il kiffe ses pouvoirs, il est super content, aux dépens du coup de sa famille, parce que du coup l'oncle Ben c'est un mec qui travaille beaucoup, et j'aime bien parce que l'oncle Ben dans les précédents films, c'était quelqu'un qui était super sympa quand il arrive. Il était un peu déçu des actes de son neveu, mais globalement il était super content. Là il l'engueule Peter Parker, ils ont des vrais problèmes relationnels, ils ont quelques disputes qui sont bien mises en valeur, et vraiment l'oncle Ben c'est pas cette figure uniquement de compassion. Il a un bon fond, mais il est strict aussi. C'est Ant-Man dans ce film-là qui est beaucoup moins présente pour le coup, on la voit quasiment pas, et elle n'est même pas une motivation vraiment pour le personnage. On l'éclipse complètement. La motivation est le père de Peter Parker. Mais j'aime bien le fait que l'oncle Ben et Peter Parker ont une relation qui est pas parfaite, elle est un peu plus réaliste. Mais c'est vrai que la mort de l'oncle Ben est assez absurde, je trouve, vraiment encore une facilité scénaristique, et elle est avant tout, d'après moi, pas assez émouvante. La mort arrive et t'es pas ému quoi, c'est un accident, clair et net, mais t'es pas du tout ému et tu ressens pas grand chose, encore une fois, comparé à ce qu'on a vu précédemment. C'est toujours dur et je suis désolé de devoir comparer à chaque fois, mais quand t'as vu, comme nous tous, ceux qui ont découvert The Amazing Spider-Man 1, vous avez normalement vu ceux d'avant. Quand tu découvres ceux d'avant et ensuite celui-ci, c'est vrai que y a quand même un choc parce qu'il y a des choses qui sont moins bien faites et d'autres qui sont mieux faites. Par exemple, la scène où Andrew Garfield, Peter Parker découvre ses pouvoirs, c'est dans le métro et il tabasse tout le monde de manière entre guillemets accidentelle. Je trouve que c'est une manière assez intéressante de montrer ses pouvoirs parce que pour le coup, elle change. Là, on a vraiment le côté araignée qui ressort beaucoup, dans le sens où il se défend par réflexe. C'est l'instinct, tu vois, il a même pas besoin de le faire, il se défend par réflexe. Et ce Spider-Man là sera beaucoup plus une araignée, j'ai envie de dire. La manière dont il se déplace à certains moments, la manière dont il tisse sa toile, ça fait vraiment araignée. Il y a des scènes où il crée des cocons justement d'araignées, des pièges, des trucs comme ça. Donc vraiment, il profite du fait que c'est une araignée et il joue beaucoup la case prédateur de l'araignée. Là, on est sur un Spider-Man qui a des réflexes, qui a des flashs, encore une fois, où il entend le danger arriver, où il peut esquiver les choses, mais de manière instinctive. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on n'a pas dans les autres versions de Spider-Man, où vraiment, là, il se rapproche beaucoup de l'animal. Je sais pas si une araignée c'est considéré comme un animal exactement, mais vous m'avez compris. C'est instinctif et il y a ce côté prédateur qui est vraiment bien.
bien. Il arrive même pas à contrôler sa force et des choses comme ça, et je trouve que ça c'est assez divertissant à voir. Et j'aime bien aussi la manière dont on montre à quel point les toiles sont puissantes, parce que bah elles le sont réellement, et encore une fois à quel point bah il s'amuse avec ses pouvoirs. Voilà, il va se venger, mais quand même il s'amuse pendant qu'il se venge. Voilà, il change de costume, et encore une fois le costume il sort un peu de nulle part. Tu vois, au début il fait un costume tout nul, mais il y a pas tout ce processus de dessin, où il y a pas tout ce processus où il essaie plusieurs costumes nuls. Il a un costume nul, ensuite il a un costume mais juste magnifique, parce qu'il a fait une recherche Google sur comment avoir un meilleur costume. Mais sinon c'est vrai que bah tu sautes des étapes un peu quoi. Le costume aurait dû être un moment où bah putain il a enfin le costume, et ils l'ont pas vraiment fait, et c'est un peu dommage d'après moi. Et encore vous allez dire oui mais du coup ça aurait copié le précédent film, d'accord, mais alors il fallait trouver un autre moyen pour iconiser la scène du costume, ou une manière différente de pas l'iconiser du tout. Là il y a quelques recherches sur internet et bim le costume, tu dis attends, on est passé d'un costume tout nul à ça, c'est un peu bizarre. Comment t'as fait? Ça, il est super vite. Mais encore une fois là je chipote, mais c'est vrai que comparé aux autres films, il y a peu de scènes vraiment iconisées où tu dis bah voilà c'est le Spider-Man. Il y a une grande scène avec les fameuses grues qui est sûrement l'une des meilleures scènes, et si c'est pas la meilleure scène du film, où on iconise Spider-Man, et comme dans le précédent film encore une fois, on inclut la participation des citoyens. Donc là t'as cette scène où le Spider-Man est iconique et il est blessé, il s'est pris une balle dans le pied et il va sauver les gens, là tu le ressens, mais t'as pas beaucoup de scènes iconiques. Alors oui les envolées de Spider-Man sont belles et les moments à la première personne sont super cool, mais pour le coup les moments à la première personne c'est des trucs qu'on aurait aimé voir un peu plus, parce que c'est super bien. Les moments à la première personne dans ce film là sont géniaux, parce que justement bah on se demande toujours ce que ça ferait de voler et être Spider-Man comme ça à la première personne, mais c'est que quelques secondes et c'est toujours un peu dommage. Donc vraiment ils ont eu du mal à iconiser certaines scènes. Pour le coup la scène des grues est assez extraordinaire je trouve, et elle est vraiment bien, c'est le climax du film. Et un truc que j'adore par rapport à ce Spider-Man là, c'est que bah il rigole beaucoup avec les méchants, tu vois qu'il s'éclate, tu sais qu'il domine et il s'amuse avec tout le monde. Et quand il faut être sérieux, comme par exemple face au lézard, il est sérieux aussi, et je trouve que ça marche du tonnerre. Il a un vrai bon caractère de Spider-Man que moi j'aime beaucoup, et c'est peut-être la meilleure version de Spider-Man, parce qu'il rigole, il fait des blagues, et voilà, il est vraiment à fond quoi. C'est pour moi un très bon Spider-Man, et le film est à son maximum lorsqu'il parle de Spider-Man. Lorsqu'on le voit dans le costume, c'est là que le film est génial, c'est là qu'il est bien filmé, c'est là qu'il y a des idées de mise en scène, mais tout ce qui concerne Peter Parker, les secrets, le passé, les histoires de famille, je les trouve assez banales et pas très intéressantes au final. On a du mal à vraiment comprendre un peu comment ce monde fonctionne, parce que d'un côté t'as un Spider-Man qui est voilà, un homme qui a des pouvoirs d'araignée, où là on rigole, il y a du kitsch et des choses comme ça, c'est quand même pas mal kitsch à certains moments, et de l'autre côté c'est sombre, c'est sérieux, il y a un vrai problème de tonalité, et c'est un peu dommage aussi parce que du coup tu perds un peu quoi. Tu passes de scène super drôle à dramatique et il n'y a pas le bon équilibre d'après moi. Mais lorsqu'ils assument le drame de Spider-Man, genre à la fin du film est génial, parce que là on est sur du Spider-Man, il est menacé par la police, par le lézard est une vraie menace parce que là c'est un grand titan qui peut le griffer, qui peut le tuer, ça c'est génial, et je trouve qu'ils ont bien géré quand c'est dramatique. Mais lorsqu'ils ont essayé de mélanger un peu les choses, bah ça marche pas très bien d'après moi. Et il y a ce côté un peu destin de la chose qui pourrait expliquer un peu toutes les facilités scénaristiques, car c'est son père qui a créé l'araignée et des choses comme ça. Donc il y a ce côté destin qui est sympathique, mais bon voilà, ça excuse pas tout non plus, mais ça a du sens sur pourquoi le prochain film s'appelle Le Destin d'un héros. Alors c'est vrai que par contre Dr Connors, le méchant du film, j'ai un peu de mal avec lui, car oui c'est un personnage qui se motive par le fait qu'il a perdu un bras et il veut le récupérer en changeant, on va dire, son code génétique. Du coup il prend de l'ADN de lézard, mais il devient un lézard et il devient obsédé par ça, car c'est une grosse avancée technologique pour l'humanité. Voilà, on peut tous devenir des lézards, c'est génial, regardez comment on est puissant en étant que lézard. Il y a évidemment des effets secondaires comme de la violence et des trucs comme ça. Oui, j'aime bien le fait que bah ça lui monte un peu à la tête et c'est un scientifique qui va tout donner pour la science et tout. Mais le fait de transformer tout le monde en lézard, ça c'est un plan que j'ai jamais réellement compris. Je veux bien qu'il est obsédé par ce lézard et qu'il est un peu manipulé par voilà, le code génétique modifié, un peu comme tous les méchants de Spider-Man, il y a toujours une entité qui change la psyché des personnages. Tous dans la trilogie de Raimi, ils ont tous un truc qui change leur psychologie. Mais c'est vrai que là, encore une fois, on a ça qui change la psychologie et il veut transformer tout le monde en lézard. Je trouve que c'est un plan qui est pas ouf de une. En tant que spectateur, t'es pas engagé dans cette histoire de lézard. Parce qu'en plus de ça, tu sais que le truc de lézard, c'est temporaire. Après, les gens, ils en deviennent normaux. Faut redoser à chaque fois et des choses comme ça. Donc, il y a quelques petits trous dans le scénario. Et le plan d'avoir encore une fois une tour où tout va exploser autour, où tout va être contaminé, bon, c'est typique des années 2010. Mais le combat au lycée est évidemment super cool, car le lézard, en tant que méchant, est génial. Il est vraiment inquiétant, il est flippant, et je l'adore. Le caméo de Stan Lee, c'est sûrement l'un de ses meilleurs aussi. Il est vraiment super. Et je trouve qu'en tant que tel, c'est une vraie menace. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, parce que il aurait pas dû avoir ce plan là, il aurait peut-être dû avoir un plan plus intime, je sais pas, quelque chose d'un peu différent, parce que là le plan je le trouve un peu trop too much quoi. Quelque chose de plus intime aurait bien marché, car en plus il y a des choses intimes. Par exemple Gwen Stacy, c'est l'un des cœurs du film car elle prend beaucoup de place dans l'histoire. Comparé aux autres versions, la Gwen Stacy, elle participe à l'intrigue, elle aide Spider-Man et elle est au courant de Spider-Man dès le début. Leur relation est mignonne, elle participe activement à l'histoire, à faire avancer le scénario et des choses comme ça. Tout est entremêlé, sauf le plan du lézard en fait, et c'est un peu dommage, ils auraient dû avoir le plan du lézard entremêlé à toutes ces histoires. Je sais pas, on aurait
aurait pu avoir le lézard qui se venge du père de Gwen pour X ou Y raison, j'en sais rien. Mais là, le truc de vouloir rendre tout le monde lézard géant, c'est un peu bizarre. Mais j'aime bien l'alchimie, évidemment, entre Gwen Stacy et Peter Parker. Je trouve qu'elle est vraiment bonne. Encore une fois, elle est active dans l'histoire et ça, c'est super. C'est pas juste quelque chose de secondaire pour Peter ou de principal, mais là, elle participe vraiment et ça change un peu. Le fait qu'elle soit la fille de ce policier-là, bah, ça crée aussi beaucoup de drame par rapport à la fin où cette personne meurt, mais aussi les débats qu'ils ont sur le fait de est-ce que Spider-Man est quelqu'un qui aide ou pas du tout. Ça ouvre un débat sur les gens qui veulent mener la loi par eux-mêmes, comme Spider-Man, parce que c'est un peu ce qu'il fait dans ce film. Et tout simplement, bah, je trouve que la relation entre les deux est naturelle et il y a juste une bonne alchimie et ils sont adorables, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. C'est sûrement la meilleure relation Spider-Man dans tous les films Spider-Man. Ils sont vraiment choux. J'ai rien d'autre à dire. Ils sont vraiment mignons. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer après Sam Raimi. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez entendu dans cette vidéo, il y a plein de choses qui reviennent par rapport à Sam Raimi, des choses comme ça. C'est difficile de passer après. C'est la vérité. Je trouve qu'il y a quelques idées de mise en scène qui sont plutôt cool, surtout quand on parle de Spider-Man et on voit Spider-Man. Là, il y a plein d'idées et c'est génial. Il y a une belle photographie quand c'est Spider-Man. Et il fait très bien les envolées de Spider-Man à certains moments. Ça aurait pu être un peu mieux fait, d'accord, mais il y a de bonnes idées. Mais c'est que la première heure et quelques de film, parce que le film dure 2h20, c'est un peu long et je trouve qu'honnêtement, on s'ennuie. C'est un reboot sombre, mais un peu trop kitsch, parce que pour le coup, bah, ça reste un mec qui a des pouvoirs d'araignée et un lézard géant. Donc le côté sombre, il est pas très bien adapté à l'histoire. C'est bien pour Batman, parce qu'en fait, il n'y a pas de super pouvoir dans Batman. Là, ça passe. Mais là, je trouve que ça passe pas du tout, et la majorité des visuels sont pas terribles. Et d'un certain côté, t'as aussi l'impression que ce film-là, ils ont mis beaucoup de choses pour justement rattraper les 3 films d'avant. On voulait pas perdre de temps sur l'évolution du personnage, sur l'identité, sur gérer 2 vies différentes. Là, on est sur Spider-Man, et c'est bon, c'est Spider-Man accompli, il a la meuf, il est content, tout va bien. Du coup, t'as quand même l'impression d'avoir sauté quelques étapes, c'est vrai, mais en même temps, tu perds beaucoup de temps sur des choses moins intéressantes qu'on a déjà dit dans les précédents films. Du coup, tu te répètes beaucoup sur comment il est devenu Spider-Man, mais au fait, quand il assume le Spider-Man, ça aurait dû être peut-être une étape importante de ce personnage-là, où vraiment il grandit en tant que Spider-Man, il évolue un peu dans Spider-Man, mais là, d'un plan à l'autre, il est Spider-Man et c'est bon. Et le fait de vouloir faire trop réaliste aussi, je pense, n'était pas bénéfique au film, car il y a aussi plein de facilités scénaristiques. Mais l'évidence est là, la deuxième partie du film est bien meilleure, et tous les passages avec le lézard sont vraiment bons. Par contre, encore une fois, le climax se finit super vite, et il arrive un peu encore une fois de nulle part, et le climax est pas très intéressant. Tu le vois, mais il te fait ni chaud ni froid d'après moi. Mais les musiques, j'avoue, sont assez sympas. Pour conclure, The Amazing Spider-Man, le premier, je trouve que c'est un film qui est beaucoup trop long, qui a voulu raconter trop de choses en sautant plein d'étapes, mais aussi qui a perdu beaucoup de temps sur des choses qu'on connaissait déjà en tant que spectateur. Il fait des choses très bien, voilà, la relation entre les personnages principaux et tous les personnages, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Il y a des bonnes idées de mise en scène aussi, mais c'est vrai que c'est un peu long, voilà, c'est la vérité, 2h20 c'est long, mais tout ce qui est Spider-Man, c'est génial, l'humour de Spider-Man, la manière dont il interagit avec les méchants, les scènes avec le méchant sont géniales aussi. Le personnage en soi du méchant est pas le plus intéressant, mais en tant que lézard, c'est une vraie menace et il fait peur, et la manière dont ils l'ont filmé, cet énorme lézard face à ce petit bonhomme, c'était vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ce film, je trouve pas mauvais, je trouve qu'il est divertissant, il est sympathique et tout, mais il est pas mémorable d'après moi. Mis à part cette scène de grue, à la limite, que moi j'avais, j'avoue, un peu oublié, je trouve pas que c'est le film où tu vas te rappeler de quoi que ce soit, mis à part la relation Gwen Stacy, Peter Parker, qui là est vraiment bien et mémorable. Mais sinon, voilà, c'est un film que je conseille tout de même, parce que là c'est cool, si vous aimez Spider-Man, c'est un bon moment, mais c'est pas le plus grand film, c'est pas le plus incroyable, c'est pas le plus original. On est à un stade où au fait, ils avaient pas trop assumé, Sony je pense. Ils voulaient continuer avec Sam Raimi, mais ils voulaient pas, ils voulaient faire un truc qui ressemblait à du Sam Raimi, mais pas trop. Peut-être ils ont pas laissé Mark Webb s'exprimer comme il faut, et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans le prochain film, car là vraiment, tu sens qu'il y a une vraie liberté et que les choses ont évolué. Enfin bref, voilà, c'est pas un mauvais film, je vous le conseille tout de même, je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer celui-ci. Mettez-moi dans le commentaire pourquoi vous le préférez, peut-être aux ceux de Sam Raimi, pourquoi c'est votre préféré de la franchise, j'en sais rien, tout ça dans les commentaires. Un grand merci encore une fois à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien pour vous abonner est dans le commentaire épinglé et dans la description. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.